Rejetée enceinte par sa propre famille, Aïda a tout perdu, sauf son courage. Dans la rue, dans la douleur, elle a donné naissance à un fils qu'on disait sans valeur. Mais ce que personne ne savait, c'est que le père était un milliardaire. Et ce que personne n'avait prévu, c'est qu'elle deviendrait plus grande que tous ceux qui l'avaient piétinée. Aujourd'hui, son fils marche fier. Et son silence est devenu la voix de toutes les femmes blessées. La honte de trop. La pluie tombait finement sur le toit de tôle. À l'intérieur de la maison familiale, le silence était tendu. Aïda, debout face à ses parents, tremblait légèrement. Son pagne était froissé, ses mains moites. Elle tenait quelque chose dans sa paume, une échographie. Aïda, voix basse. Papa. Maman. Je dois vous dire quelque chose. Son père, tonton Daouda, assis sur un vieux fauteuil en rotin, leva les yeux sans quitter son chapelet. Tonton Daouda, sévère. Dis ce que tu as à dire, mais ne me fais pas perdre mon temps. Aïda prit une profonde inspiration. Aïda, voix brisée. Je suis enceinte? Un bruit sourd. Sa mère, maman Fanta, laissa tomber le bol qu'elle tenait. Maman Fanta, crie étranglé. Qu'est-ce que tu viens de dire, Aïda? Tu es quoi? Aïda. Maman? Je t'en supplie. Je ne suis pas une fille perdue. C'est quelqu'un que j'aimais. Il m'a promis? Mais elle ne termina pas sa phrase. Un de ses frères, Moussa, surgit de la cour. Moussa, hurlant. Qui? Quel est son nom? Un homme qui te laisse enceinte et disparaît, c'est ça l'amour maintenant. Aïda, pleurant. Il ne m'a pas abandonné. Il ne sait même pas. Tonton Daouda, se levant brutalement. Tais-toi. Tu crois qu'on va croire à tes contes de sorcellerie? Tu nous as couverts de honte. Ici, chez moi? Tu vas porter ce ventre comme un fardeau de malédiction, mais pas sous mon toit. Maman Fanta, pleurant. On t'a envoyé à l'école, on t'a nourri. Et toi, tu nous remercies comme ça? Devant les voisins? Les gens vont rire de nous. Tu nous as déshonorés. Aïda tomba à genoux. Aïda. Ne me mettez pas dehors. Je suis votre fille. Moussa, rage. Pas de nous. Une fille qui revient enceinte sans mari, c'est une étrangère ici. Le père s'approcha lentement, la regarda comme s'il voyait une inconnue. Tonton Daouda, froidement. Prends tes affaires. Et va où tu veux. Mais ne reviens plus. Une pluie plus forte se mit à tambouriner sur le toit. Maman Fanta, le visage tordu de chagrin, détourna les yeux pendant que Moussa ouvrait la porte. Moussa, criant. Sors. Dehors. Maintenant. Aïda, la poitrine en feu, prit le petit sac qu'elle avait déjà préparé. En silence. Elle comprit que c'était fini. Dehors, la pluie tombait sur ses cheveux défaits. Elle descendit les 3 marches, pieds nus, et traversa la cour sans se retourner. La porte claqua derrière elle. Seule. Enceinte. Rejetée. Le banc de la gare. La nuit était tombée, épaisse, comme un rideau de ténèbres sur le monde d'Aïda. Elle avait marché pendant plus de 2 heures, sans savoir où aller. Son ventre tirait. Son corps était fatigué. Les regards des passants étaient lourds, mais personne ne lui adressait la parole. Elle arriva à la vieille gare routière, un lieu où même l'espoir semblait s'être assis pour mourir. Sous un abri rouillé, un banc de ciment froid. Elle s'y assit, mouillée, grelottante. Le bruit des moteurs, les cris des chauffeurs et les clameurs du marché nocturne s'éloignaient peu à peu. Il ne restait que le silence de sa solitude. Aïda sortit de son sac une petite couverture fine. Elle s'enroula dedans. Elle posa la tête contre le mur. Et elle pleura. Des pleurs silencieux, sans sanglots, comme ceux des femmes qui n'ont plus rien à perdre. Au petit matin, le soleil n'avait pas encore percé les brumes. Un vieil homme, en boubou bleu pâle, s'approcha doucement. Il portait un sachet noir et un petit thermos. Il s'arrêta devant elle. Elle ne bougea pas. Le vieil homme, doucement. « Ma fille, tu n'as pas dormi ici toute la nuit ?» Elle leva les yeux, le visage gonflé par les larmes et la fatigue. Elle ne répondit pas. Le vieil homme, s'asseyant à côté d'elle. « Tu es enceinte, et seule. Tu as faim ?» Aïda hocha la tête, lentement, presque honteusement. Il ouvrit le sachet et lui tendit un morceau de pain, un œuf dur et un gobelet rempli de thé chaud. Elle hésita, puis accepta. Aïda, à voix basse. « Merci. » Le vieil homme, souriant tristement. « On ne laisse pas une femme enceinte mourir de froid et de faim. Ce serait un péché. » Ils restèrent silencieux quelques minutes. Puis il lui tendit un petit carnet avec un numéro griffonné. Le vieil homme. « C'est un centre d'accueil pour femmes. Ce n'est pas un palace, mais c'est mieux que ce banc. » Elle regarda le papier, puis lui. « Aïda. Pourquoi vous faites ça? Vous ne me connaissez pas ?» Il la fixa un moment, puis répondit doucement. Le vieil homme. « Parce que j'ai eu une fille, qu'on a mise à la porte, comme toi. Elle n'a pas survécu. » Le cœur d'Aïda se serra.
Il se leva, sans rien dire de plus, et s'éloigna en boitant. Avant de disparaître dans la foule, il se retourna. Le vieil homme. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu pour qu'il t'envoie un ange. Tiens bon. Aïda resta figée. Puis elle serra contre elle le bout de papier. Le banc était froid. Mais ce jour-là, une étincelle de chaleur avait frôlé son cœur. Elle se leva. Et elle marcha vers l'adresse. Sans savoir que ce geste allait changer sa vie. Un secret en or. Le centre d'accueil était modeste, mais propre. Les murs sentaient la peinture fraîche et la compassion. Dans une petite chambre blanche avec un lit en fer, Aïda s'asseyait chaque soir pour écrire dans un vieux carnet ce qu'elle n'arrivait pas à dire à voix haute. Ce soir-là, elle ouvrit une page, trembla, puis écrivit. Il s'appelait Malik. Et je crois que je l'aimais. 6 mois plus tôt, Aïda travaillait comme serveuse dans un petit restaurant de la ville. Chaque jour, elle servait avec le sourire, même quand on l'ignorait. Un jour, un homme bien habillé entra. Il portait un costume discret, une montre chère, et un regard fatigué. Il s'assit au fond, seul. Commanda du riz, sans viande. Étrange pour un homme aussi élégant. Quand elle posa l'assiette, il leva enfin les yeux. L'homme. Merci, mademoiselle. Vous avez un joli sourire. Gardez-le. Elle rougit. C'était la première fois qu'un client la regardait comme une personne. Le lendemain, il revint. Et le jour suivant encore. Il s'appelait Malik. Il disait peu de choses sur lui, mais posait beaucoup de questions sur elle. Malik. Et si tu avais une vie sans limite, Aïda, tu ferais quoi? Aïda, souriant timidement. J'apprendrais à lire les livres que je vends sans comprendre. Et je mangerais des mangues au bord de la mer. Ils riaient ensemble. Chaque soir, il venait. Et chaque soir, il partait avant que les autres clients ne remarquent vraiment sa présence. Il refusait les photos. Ne disait jamais son nom de famille. Mais il offrait des choses, une boîte de vitamines, des chaussures pour marcher mieux, un foulard. Un soir, il l'a prise par la main, tremblant, dans une ruelle vide, et il a dit. Malik. Je n'ai jamais voulu qu'on me voie comme ce que je suis. Je voulais qu'une femme m'aime pour ce que je cache. Aïda. Et qu'est-ce que tu caches? Malik, détournant le regard. Mon monde est sale. Et tu es propre. Tu ne mérites pas ces chaînes. Elle ne comprit pas. Mais elle l'embrassa. 3 semaines plus tard, il disparut. Plus de visites. Plus de messages. Juste le vide. Puis, un matin, le test de grossesse fut positif. Elle pleura, d'abord de peur. Puis d'amour. Elle savait que cet enfant était le fruit de quelque chose de rare, même si brisé. Retour au présent. Dans la chambre du centre d'accueil, Aïda touche son ventre, arrondi maintenant. Aïda, à voix basse. Malik? Où es-tu? Est-ce que tu m'as oublié? Ou est-ce que ton monde t'a interdit de m'aimer? Elle ne savait pas encore que Malik la cherchait. Et que ce qu'il cachait n'était pas simplement un secret d'homme. Mais un héritage de milliardaire. L'enfant du silence. Une pluie fine glissait sur les vitres du centre d'accueil. Aïda haletait dans la petite salle d'accouchement. Les draps étaient trempés de sueur. Une sage-femme lui tenait la main, tandis qu'une autre lui essuyait le front. Sage-femme, doucement. Respire, ma fille. Ton enfant arrive? Il arrive avec la pluie. Un cri perça la pièce. Aïda poussa de toutes ses forces. Et puis, un silence court. Puis un premier pleur. Aïda laissa tomber sa tête, exténuée. Elle ouvrit à peine les yeux. Sage-femme, souriante. C'est un garçon? Il est magnifique. Aïda tendit les bras, en larmes. Elle le prit contre elle, encore gluant de vie. Son petit corps tremblait doucement. Aïda, voix cassée. Tu t'appelleras Nour? Car tu es ma lumière dans cette obscurité. Pendant ce temps, dans un grand salon en marbre d'un immeuble chic, Malik tournait en rond. Sa chemise était froissée, ses yeux cernés. Malik, à son assistant. Tu es sûr qu'elle n'a pas voyagé? Pas de passeport? Pas de billet? Assistant. J'ai cherché partout. Aucune trace dans les hôtels, les hôpitaux privés, ni même les écoles de la région. C'est comme si elle s'était évaporée. Malik. Non. Elle est quelque part. Et si elle est enceinte de moi comme je le pense, je dois la retrouver avant que ma famille ne découvre quoi que ce soit. Il sortit une photo floue d'Aïda dans son téléphone. Il la regarda longuement, puis la posa sur son cœur. Malik, chuchotant. Je te retrouverai. Toi, et notre enfant. Au centre, Aïda peinait à nourrir le petit Nour. Le lait maternel tardait à venir, le bébé pleurait beaucoup. Elle restait seule, assise, regardant son fils avec un mélange d'admiration, de peur et de culpabilité. Un soir, elle écrivit dans son carnet. Mon fils, tu es né sans famille, sans père, sans nom. Mais un jour, tu sauras, que tu étais tout ce que j'avais. Même si le monde t'a rejeté comme moi. Quelques jours plus tard,
Une femme en tailleur noir toqua discrètement à la porte d'un détective privé, dans un quartier chic. La femme, voix sèche. Je travaille pour la famille de Malik Dio. Il a disparu pendant plusieurs jours et revient agité, paranoïaque. Nous avons découvert qu'il fréquente des lieux qu'il cache. Nous avons besoin de savoir s'il a mis une fille enceinte. Le détective consulta déjà un dossier en cours. Il se figea en voyant le nom. Détective, chuchotant Aïda. Il s'agissait d'une course contre le silence. Aïda voulait oublier le passé. Malik voulait le réparer. Et la vérité approchait. Les retrouvailles interdites. Le soleil cognait fort ce jour-là. Aïda, voilée et discrète, tenait son fils Nour dans ses bras. Elle sortait d'une pharmacie municipale où elle venait de retirer du lait en poudre. Elle n'avait pas remarqué l'homme dans la voiture garée de l'autre côté de la rue. Malik. Il l'aperçut à travers le pare-brise. Son cœur s'arrêta une seconde. Malik, à lui-même, bouleversé. Aïda. C'est elle. Et ce bébé? Il ouvrit précipitamment la portière et traversa la route. Aïda, occupée à replacer le biberon dans son sac, sentit une ombre s'approcher. Elle leva les yeux, et son visage se figea. Aïda, à voix basse, glaciale. Non. Elle serra Nour contre elle et recula. Malik, les mains levées, haletant. Aïda. Attends. C'est moi. Aïda, le coupant violemment. Où étais-tu, Malik? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte? Quand ma famille m'a chassé? Quand je dormais sur un banc? Elle tremblait. Des passants tournaient déjà la tête. Malik, douloureusement. Je voulais te protéger. Mon monde est dangereux, Aïda. Tu ne comprends pas. Mon père, sa famille, ses règles. Je ne voulais pas que tu sois une de leurs cibles. Aïda, amère. Tu crois que la rue m'a protégé, peut-être? Tu crois que donner naissance seule, sans nom, sans toi, c'est une protection? Nour se mit à pleurer. Elle le berça doucement, les larmes aux yeux. Aïda, doucement, à son fils. C'est lui, Nour. Ton père. L'homme qui m'a laissé disparaître. Un silence brutal. Malik tomba à genoux. Malik, voix brisée. Je suis désolé. Je n'ai pas su me battre. Je t'ai perdu. Et je me suis perdu. Il regarda Nour, les yeux brillants. Malik. C'est mon fils, n'est-ce pas? Il me ressemble. Il a tes yeux, Aïda, mais mon silence. Aïda ne répondit pas. Elle recula lentement. Aïda. Tu ne peux pas revenir maintenant. Pas après tout ça. Pas comme ça. Je n'ai pas besoin d'un fantôme riche. J'ai appris à survivre avec rien. Malik. Mais je dois réparer. Te soutenir. Être là. Aïda, froide. Tu ne peux pas réparer ce qui a été enterré sous la honte. Elle tourna les talons et s'éloigna avec Nour. Malik resta figé sur le trottoir, le cœur fendu. Mais au fond de lui, il le savait. Il ne l'avait pas perdu entièrement. Pas encore. Ce jour-là, le passé avait frappé à la porte du présent. Mais le pardon allait se faire attendre. L'appel du destin. Quelques semaines passèrent. Aïda, méfiante, avait changé de quartier. Elle évitait les lieux habituels. Elle ne voulait pas recroiser Malik. Chaque nuit, pourtant, elle pensait à ses yeux, à ses genoux sur ce trottoir, mais aussi à ses absences, à sa fuite, à sa lâcheté. Aïda, seule, en berçant Nour. Mon fils, tu n'auras que moi. Ce monde ne te fera pas pleurer. Pas comme moi. Ce soir-là, un orage éclata violemment. Le vent soufflait comme un fouet sur les toitures mal fixées. Les toiles qui couvraient les murs du centre menaçaient de s'envoler. Le courant électrique sauta. Aïda alluma une vieille bougie et serra Nour contre elle, enveloppée dans un tissu épais. Mais soudain, un cri dans la rue. Puis un grondement. Puis, l'eau. Une inondation éclata dans tout le quartier. Les ruelles se remplirent en quelques minutes. Des bassines flottaient, des enfants criaient, et les portes s'ouvraient sous la pression. Aïda tenta de sortir, mais l'eau arrivait déjà à ses mollets. Aïda, panique. Non, non, Nour. Tiens bon, mon amour, tiens bon. Elle grimpa sur une chaise, tenant le bébé au-dessus de sa tête. Mais la pièce tremblait. Une cloison de bois céda, et une vague sale entra violemment. Elle hurla. À plusieurs kilomètres de là, Malik fixait son téléphone. Il avait envoyé 23 messages à Aïda. Aucun n'avait été lu. Une photo d'elle, prise dans la rue, était affichée sur l'écran d'un enquêteur. Détective, inquiet. Monsieur Malik? Le quartier où elle habite a été touché par les inondations. Plusieurs bâtiments sont déjà évacués. Certains sont isolés. Le cœur de Malik s'arrêta. Malik, se levant d'un bond. Donnez-moi une voiture. Et un bateau s'il le faut. Sous la pluie battante, Malik arriva près du quartier dévasté. Il courait dans l'eau jusqu'aux genoux, appelant le nom d'Aïda à pleine voix. Malik, criant.
Aïda! Nour! Aïda, réponds-moi. Une femme le reconnut. Vieille voisine, en hurlant. Elle est dans la maison au coin, celle qui penche. Le bébé est avec elle. Malik se jeta contre la porte. Elle céda. Il entra dans l'obscurité. L'eau montait. Un bruit de gémissement. Puis, la voix faible d'Aïda. Aïda, faiblement. Malik? Je ne veux pas mourir ici, pas avec lui. Il la trouva debout sur la dernière marche d'un escalier, tremblante, le bébé sur sa poitrine. Il s'approcha. Elle tomba dans ses bras, inconsciente. Malik, les larmes aux yeux. Je suis là. Je suis venu. Je t'ai retrouvé. Je ne te perds plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. Il la prit sur son dos, serrant Nour contre lui. Sous la pluie et les cris, il sortit, titubant. Le peuple regardait, en silence, ce jeune homme élégant portant une femme sale, fatiguée, mais précieuse. À l'hôpital, les médecins stabilisèrent Aïda. Malik ne quitta pas la salle. Il regarda son fils dormir dans une couveuse. Malik, en chuchotant. Tu es mon héritier, Nour. Je jure devant Dieu, que tu n'auras jamais à mendier l'amour de personne. Ni toi, ni ta mère. Ce soir-là, ce n'était plus un milliardaire. C'était un homme. Un père. Un repenti. Le choc familial. Le soleil se levait doucement sur la ville. Les journaux du matin circulaient déjà dans les rues. Mais un article fit l'effet d'un coup de tonnerre. Le fils secret du milliardaire Alassane Diouf sauve une femme et son enfant lors des inondations. Le bébé serait son héritier. Des photos floues accompagnaient le titre, Malik, trempé, portant Aïda dans ses bras. Une autre image montrait le visage du bébé. Une dernière, le visage d'Aïda. Dans un salon poussiéreux du village natal, la famille d'Aïda se rassembla autour du vieux poste radio. Le père, tonton Daouda, plissa les yeux. Maman Fanta tremblait en tenant son foulard. Moussa, le frère, fronça les sourcils. Moussa, stupéfait. Attendez, c'est pas Aïda? Maman Fanta, la voix tremblante. Ce bébé, elle l'a appelé Nour. C'est bien son fils. Je reconnais ses yeux. Tonton Daouda, sec. Non. Ce n'est pas possible. Elle nous a menti. Elle a fait honte à notre nom. Ce n'est plus notre fille. Mais les murmures du village disaient le contraire. Les voisins passaient déjà devant la maison, chuchotant. C'est leur fille qu'ils ont jetée? Elle est avec un milliardaire maintenant. Et eux? Ils mangent leur honte avec du riz froid. Pendant ce temps, dans une villa paisible à Dakar, Aïda se remettait doucement. Malik avait tout prévu, soins, repos, sécurité. Nour dormait dans un berceau sculpté en bois précieux. Une assistante entra avec un téléphone. Assistante, hésitante. Aïda, ta famille, a essayé de t'appeler plusieurs fois. Aïda resta silencieuse. Puis elle prit le téléphone. Appel manqué, maman, Moussa, papa. Elle serra les dents. Puis le reposa. Aïda, froide. S'ils veulent parler, qu'ils commencent par demander pardon à mon fils. Plus tard, elle alluma la télévision. Une émission évoquait son histoire. La fille rejetée par sa famille devient la compagne du fils Diouf. Une héroïne du silence, une battante. Elle baissa le volume. Aïda, chuchotant à Nour. Le monde connaît ton nom, mon fils. Mais je n'oublie pas, ceux qui ont refusé de connaître ton visage. De retour au village, tonton Daouda s'effondra dans sa chaise. Tonton Daouda, à mi-voix. J'ai mis ma fille dehors, enceinte, du sang d'un roi. Maman Fanta, pleurant. Et on ne sait même pas si elle est encore capable de nous pardonner. Mais Aïda, elle, n'était plus la jeune fille qu'on pouvait faire taire. Elle était devenue un symbole. Et désormais, c'est eux qui demandaient à être reconnus. Le jugement du cœur. Une semaine plus tard. Aïda, habillée d'un boubou ivoire simple mais élégant, tenait Nour dans ses bras. Son regard était ferme, paisible. Malik, derrière elle, posa une main sur son épaule. Malik, calme. Tu es prête? Aïda. Je n'y vais pas pour eux. Je vais pour moi. Pour mettre un point final, à une blessure ouverte. Il hocha la tête. Une voiture noire les attendait devant la maison. Aïda monta, sans trembler. Le village n'avait pas changé. Les enfants jouaient sous les manguiers. Les femmes faisaient sécher le linge. Mais dès que la voiture arriva, le silence tomba comme une chape de plomb. Les villageois se rassemblèrent discrètement, murmurant. C'est elle? Elle est revenue? Regarde le bébé. Elle est belle comme une reine. La voiture s'arrêta devant la maison familiale. Tonton Daouda sortit en titubant. Maman Fanta, les mains tremblantes, s'avança timidement. Moussa fixait le sol, honteux. Aïda descendit, Nour dans les bras. Elle s'approcha, sans un mot. Le silence était lourd. Puis, face à ses parents,
elle s'arrêta. Maman Fanta, voix brisée. Ma fille, pardonne-nous. On était aveuglés? On ne savait pas. Aïda, les yeux dans les siens. Ce n'est pas l'enfant d'un roi que vous avez rejeté. C'est votre fille. Moi. Celle que vous avez élevée, puis chassée. Celle qui vous a crié aidez-moi, et à qui vous avez fermé la porte. Un frisson passa dans l'assemblée. Tonton Daouda, à voix basse. On voulait protéger notre nom, on a oublié ton cœur. Aïda recula de 2 pas. Elle sortit une enveloppe de son sac, la posa à terre. Aïda. Voici la photo de votre petit-fils. Elle n'est pas là pour vous attendrir. Mais pour que vous vous souveniez. Il ne portera pas votre nom. Il portera le mien. Et il marchera sans baisser la tête. Elle se retourna. Maman Fanta tendit la main, pleurant. Maman Fanta, suppliante. Aïda, une mère reste une mère. Aïda s'arrêta. Aïda, sans haine. Alors, tu aurais dû m'aimer quand j'avais besoin d'une mère. Elle remonta dans la voiture. Malik lui tendit la main. Elle la prit. Malik, en chuchotant. Tu viens de leur donner la plus belle leçon, sans crier. Aïda regarda Nour dormir contre elle. Aïda, d'une voix calme. Il fallait qu'il voie que je ne suis plus une blessée. Je suis une femme debout. Et dans le silence qui suivit, ce jour-là, c'est eux qui furent jugés. Par leur conscience. Par leur perte. Et par la force tranquille de celle qu'ils avaient rejetée. Une femme debout. 1 an plus tard. Une grande salle décorée sobrement, dans une ambiance de respect et de dignité. Une bannière accrochée sur le mur. Journée des Mères Courage, Fondation Nour de la Lumière. Dans l'assemblée, des femmes assises en silence, certaines tenant des enfants, d'autres des cicatrices visibles ou invisibles. Sur scène, une jeune femme monte doucement les marches. Boubou blanc perlé d'or. Dignité dans le port, calme dans les yeux. C'est Aïda. Elle s'approche du micro. Aïda, voix posée. Il fut un temps, où je croyais qu'on ne valait que ce que les autres nous donnent. Leur amour, leur regard, leur validation. Elle s'arrête. Le silence est total. Aïda, regardant les femmes. Mais quand j'ai tout perdu, j'ai découvert que ce que je portais en moi était plus fort que l'abandon. J'ai donné naissance, pas seulement à un enfant, mais à une nouvelle version de moi-même. Applaudissements. Aïda, avec émotion. Aujourd'hui, j'ouvre cette maison pour les mères rejetées, pour les filles chassées, pour les femmes humiliées. Pas pour les sauver, mais pour leur rappeler qu'elles n'étaient jamais perdues. Dans les coulisses, Malik la regarde avec fierté. Il tient Nour dans ses bras, vêtu d'un petit boubou beige, sourire d'enfant heureux. Une journaliste s'approche. Journaliste, à Malik. Monsieur Diouf, vous avez préféré rester discret. Pourquoi ne pas vous exprimer? Malik, souriant doucement. Parce que cette histoire ne parle pas de moi. Elle parle d'une femme, qu'on a voulu écraser. Et qui est devenue le pilier de centaines d'autres. Après la cérémonie, Aïda rentre dans son bureau. Elle ferme la porte. Retire son voile. Respire. Sur le mur, une photo encadrée. Elle, Nour bébé dans les bras, et une citation. Tu étais seule, mais tu ne t'es jamais effondrée. Elle caresse la photo, les yeux brillants. Puis se retourne et voit Malik, appuyé à la porte, le regard tendre. Malik. J'ai tellement de respect pour ce que tu es devenu, Aïda. Aïda, souriant, doucement. Je ne suis pas devenu. J'étais déjà tout ça. J'avais juste oublié. Elle s'approche de lui. Il lui prend la main. Il regarde par la fenêtre. En bas, des femmes rient. Des enfants jouent. Et au milieu, Nour, courant après un ballon. Aïda n'est plus une survivante. Elle est une force. Debout. Inébranlable. Le jour où tout a changé. La poussière s'élevait doucement sur la route du village. Un 4x4 noir de luxe roulait lentement, traversant les rues familières. Les enfants couraient à côté du véhicule, curieux. Les femmes suspendaient leurs activités. Les hommes se redressaient sur leurs bancs de bois. Les habitants savaient. Elle était de retour. Mais cette fois, ce n'était plus la fille chassée, c'était la femme qu'on respectait. À l'intérieur de la voiture, Aïda regardait par la vitre, le regard doux. Nour, maintenant âgé de 2 ans, dormait paisiblement sur ses genoux. Malik, chuchotant. Tu veux que je descende avec toi? Aïda, calmement. Non. Ce n'est pas ton histoire. C'est la mienne. Elle sortit seule de la voiture, vêtue d'un grand boubou bleu nuit, orné de fils argentés. Sa silhouette imposait le silence. Elle traversa la cour de sa maison d'enfance. Les portes s'ouvrirent lentement. Tonton Daouda sortit, plus vieux, voûté. Maman Fanta le suivait, les larmes déjà plein les yeux. Moussa, les mains jointes, la tête baissée. Aïda ne s'arrêta pas devant eux. Elle continua jusqu'à l'arbre au milieu de la cour. Elle y posa un petit pot de terre peint par Nour, avec une plante à l'intérieur. Un symbole de croissance.
Puis, elle se retourna. Aïda, voix ferme. Ce n'est pas pour vous que je suis venu. C'est pour moi. Je voulais voir cet endroit, et vérifier que je ne vous détestais plus. Un silence épais tomba. Aïda, en regardant tonton Daouda. Je ne suis plus celle que vous avez rejetée. Et vous n'êtes plus les voix qui m'effraient. Vous êtes, passé. Maman Fanta, en pleurs. Ma fille, je ne dors plus depuis 2 ans, chaque jour je me demande ce qu'il t'est arrivé. Aïda, doucement. Il m'est arrivé la plus belle des choses, votre silence m'a réveillée. Elle prit Nour dans ses bras. Il se réveilla doucement, posa sa tête sur son épaule. Tonton Daouda, la voix cassée. Tu vas revenir vivre ici. Aïda, en le regardant droit dans les yeux. Non. Je suis revenu dire au revoir. Elle monta dans la voiture. Les villageois s'écartèrent avec respect. Et alors qu'elle refermait la portière, une vieille voisine murmura. Ils ont mis dehors une graine, et elle est devenue une forêt. La voiture s'éloigna, emportant avec elle une femme nouvelle, une mère victorieuse, et un enfant qui portait la mémoire d'une génération entière. Ce jour-là, tout avait changé. Pas parce qu'on l'avait reconnue, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. L'enfant du miracle. Des années plus tard. Une salle immense, décorée sobrement. Au centre, une scène. Sur les murs, des portraits de femmes. Et tout au fond, une grande photo, Aïda, souriante, tenant la main d'un petit garçon. Le jeune garçon est désormais un adolescent. Il monte lentement sur scène, devant des centaines de personnes. Nour. Costume simple, regard droit. Il prend le micro, tremblant légèrement. Nour, émotion dans la voix. Je m'appelle Nour, et je suis le fils d'une femme qu'on a rejetée, parce qu'elle a choisi de m'aimer malgré tout. Silence. Nour. On lui a tourné le dos. Elle a dormi dehors. Elle a failli mourir. Mais elle ne m'a jamais abandonné. Et aujourd'hui, si je suis debout, si je suis ici, c'est parce qu'elle l'était avant moi. Il sort un petit carnet usé de sa poche. Nour, voix plus basse. Elle écrivait dans ce carnet pendant qu'elle m'attendait. Elle disait. Tu es ma lumière dans ce monde obscur. Même s'il nous ignore, moi je ne t'abandonnerai jamais. Des larmes coulent sur son visage. Il lève les yeux. Nour. Maman, tu n'es pas seulement ma mère. Tu es la preuve vivante, que la dignité ne s'achète pas. Elle se porte. Même sous les larmes. Dans le public, Malik, les cheveux un peu grisonnants, serre fort ses mains. À côté de lui, une chaise vide. Un foulard bleu y est soigneusement posé. Le public se lève. Un tonnerre d'applaudissements. Et dans le silence de cette salle remplie, l'écho d'Aïda reste vivant. Pas par vengeance. Pas par gloire. Mais par amour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.